Face à vous, comme tous les mardis, à la même heure, chers téléspectateurs, bonsoir. Analyse, décryptage et commentaires sont les ingrédients de votre émission dans laquelle nous ferons deux arrêts majeurs. Alors, au Sénat, où la boucle est bouclée, et en politique, où on s'interroge, où est passée l'opposition camerounaise. Pour la première partie, le Sénat camerounais, prévu dès la Constitution camerounaise de 1996, le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées, à savoir les communes et les régions. Il a pour mission, comme à l'Assemblée nationale, d'adopter les lois, d'apporter des amendements ou de rejeter des textes soumis à son examen. Le 12 mars dernier, le collège électoral composé des membres des conseils municipaux et régionaux ont élu au suffrage unique 70 sénateurs dans les 10 régions du Cameroun. Et pour boucler la boucle, le 31 mars, le chef de l'État a élu les 30 sénateurs restants comme le stipule la Constitution. La session du plein droit s'ouvrira donc ce 11 avril au Palais des Congrès de Yaoundé pour la 3e législature de notre pays pour les 5 prochaines années. Sénat, la boucle est bouclée. On en débat dans un petit moment avec nos panélistes que vous allez découvrir. À tout de suite. À vous la régie. De retour sur le plateau de votre émission, c'est le moment de découvrir nos panélistes. Alors à ma gauche, nous avons M. René Makoy-Niobé, militant du PCRN. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tout le panel. Bonsoir aux Camerounais. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est un honneur. Juste à côté de lui, nous avons M. Serge-Henri Kelbé, qui est militant politique du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, polytechnicien et chef d'entreprise. Bonsoir. Bonsoir, c'est toujours un plaisir et bonsoir à vous, millions de téléspectateurs. À ma droite, alors, nous avons M. Alex Nguepi, qui est un homme politique. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonsoir aux millions de personnes qui nous suivent ce soir. Merci pour l'invitation. Et enfin, juste à côté de lui, M. Eli Tchembiap, secrétaire national chargé du développement rural de l'UPC. Bonsoir. Merci, bonsoir et bonsoir à nos millions de téléspectateurs qui doivent nous écouter merveilleusement ce soir. Alors, je vais justement vous poser la première question. Du moins, le Sénat, la boucle est bouclée. Votre commentaire? Bon, vraiment, l'UPC s'est battu pour vouloir avoir au moins quelques sénateurs. Nous n'avons pas pu. On nous a rejetés jusqu'au niveau de la Cour constitutionnelle, on ne pouvait rien. Mais nous sommes républicains, nous restons dans l'ordre constitutionnel, nous reconnaissons qu'il y a eu 70 sénateurs qui ont été votés et 30 qui ont été nommés, parmi lesquels un qui se dit de l'UPC. On va en débattre. D'accord, alors je vous pose la même question du côté du PCRN. Le Sénat, la boucle est bouclée. Votre avis? Comme le consacre la Constitution, il fallait qu'il y ait 3 à 7 sénateurs élus par région et 3 nommés par le président. Et après une élection, le président a 15 jours pour nommer les 30 sénateurs. Et c'est à lui de voir qui est-ce qu'il choisit. Il prend où il veut. Et avec les partis politiques, comme il a choisi tout récemment, ils peuvent s'entendre et il nomme qui il veut. Monsieur Serge-Henri Kelbé, le Sénat, la boucle est bouclée. Vous pouvez imaginer quelle est la joie interprétée par mon sourire. Je pense tout simplement que pour nous, RDPC, il n'y avait plus de grands enjeux. C'était une évidence parce que nous sortions déjà de l'élection des 70 sénateurs purement dits. Et tous du RDPC. Tous du RDPC, pour des raisons évidentes que nous allons évoquer tout à l'heure quand nous allons poser la question « Quelle opposition ?» Je vais embrayer là-dessus, mais je voudrais tout simplement vous dire que ce n'est pas une surprise. Ma petite gêne est un peu dans les 30 qui viennent d'être nommés, particulièrement ceux se réclamant du RDPC. Vous comprenez, madame, nous autres qui avons la primeur ou le privilège d'être invités sur votre plateau ce soir, ça fait 30 ans que nous sommes dans le parti. Nous avons porté le parti à l'étranger, outre-mer. Je me rappelle que dans les années 2005, j'ai été membre de la section de Montréal-Nord, installée par Madame Feu, Madame Founing au Canada.
nous avons milité pour le RDPC à l'étranger. Alors, il est inadmissible ou inacceptable pour les militants de souche enracinés que nous sommes de constater que nous avons des militants qui n'ont jamais mis l'écharpe du RDPC qui ont été choisis par le président national. Ça, il faut le dire ici. D'accord. Et nous nous en tenons tout simplement à son pouvoir discrétionnaire en tant que chef d'État. Mais il y a des militants qui ont porté des seaux d'eau, qui sont au taquet, comme ce soir, avec le PCN, l'UPC et M. Nguepi qui sort du MRC. Nous travaillons tous les jours. Et nous attendons aussi que la perche nous soit renvoyée, parce qu'on ne fait pas de la politique pour rester au quartier. On fait la politique parce que nous avons des idées, des ambitions, et que nous voulons aussi implémenter ou accompagner le parti à les implémenter. D'accord. Voilà. C'est bien compris. Alors, Monsieur Alex Nguepi, le Sénat, la boucle est bouclée. Oui, la boucle est bouclée, mais la boucle est mal bouclée. Parce que les 70 sénateurs déjà étaient acquis au RDPC, à quelques exceptions près, c'est-à-dire qu'on se sera attendu que dans la région de la Mawa, qu'il y ait peut-être 4 sénateurs pour l'UNDP, 2 sénateurs pour le RDPC, 1 sénateur pour le FSN. C'est-à-dire que le RDPC, au total, aurait pu obtenir, on va dire, quelque chose comme 66 sénateurs élus. Malheureusement, on ne sait pas quelle alchimie. Bon, l'alchimie demande de l'État qu'ils ont l'habitude de faire. Ils ont réussi à avoir 70 sénateurs. Mais là où ça dérange, c'est au niveau des 30 sénateurs. On se serait attendu à ce que le président de la République agisse en tant que chef de l'État et non en tant que président du RDPC. C'est-à-dire qu'il nomma des 30 sénateurs, qu'il nomma 10 sénateurs qui pourraient faire partie. Il y en a quand même 6 de d'autres partis. Non, ils ne sont pas de l'opposition. J'arrive. 10 sénateurs qui font partie de la majorité présidentielle du RDPC, 10 sénateurs qui pourraient faire partie de l'opposition telle qu'on la connaît, MRC, UPC pur, SDF et autres, PCRN, et 10 sénateurs de la société civile. Alors, le président de la République a décidé d'agir en tant que président du RDPC. Il a nommé 94 sénateurs, il a nommé 24 sénateurs du RDPC pur. Il a nommé 5 sénateurs des partis proches au RDP, c'est-à-dire que faisant partie de la majorité... Vous parlez là du MDR, de l'ANDP, oui, FSNC, de l'UPC. L'UPC bat l'époque, parce qu'il faut qu'on le précise. Hein. D'accord. Donc, il a nommé donc 5 sénateurs... Et un du SDF. Faisant partie de la majorité présidentielle, et un seul sénateur de l'opposition, de SDF. Parce qu'il faut qu'on se le dise, il n'y a qu'un seul sénateur de l'opposition. Donc, c'est une mauvaise boucle qui ne passe pas. On n'a pas vu les autorités traditionnelles n'ont pas été nommées en tant qu'autorités traditionnelles sans casquette politique. On n'a pas vu la société civile, les coopérations n'ont pas été nommées. Si on nous sort un nom d'un membre de la société civile, vous verrez toujours qu'il est militant engagé du RDPC. Donc ça fait c'est une mauvaise boucle. Il faudrait qu'on se dise que le chef de l'État a mal agi, même si les gens vont évoquer son pouvoir discrétionnaire. Non, c'est même pas ça. Le législateur a voulu qu'il agisse en tant que chef de l'État et qu'il diversifie, qu'il colorie le Sénat. Malheureusement, il n'a pas fait. Donc, c'est une pilule amère. On ne peut qu'accepter, mais il faudrait quand même dire que c'est une raison de plus pour mener ce combat, le combat pour qu'il y ait un véritable changement dans ce pays. Alors, monsieur, à quoi attribuez-vous, en tant qu'opposant, cette victoire écrasante, 70 sénateurs au RDPC? Déjà, dès le départ, il faut qu'on sache que c'est une élection indirecte. Donc, c'est déjà à partir des conseillers municipaux, le RDPC avait, pour avoir des sénateurs, il faut être voté par voilà, ainsi de suite. Donc, c'est dès la base, l'opposition n'a pas pu avoir sa part belle comme le RDPC. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le RDP se retrouve face à jouer dans les deux camps, je peux dire. Dans les deux camps. Même si c'est la droite qui gagne, c'est toujours le RDPC. À gauche, c'est le RDPC. Ce qui est une vraie frustration pour ceux qui avaient espoir dans une nouvelle démocratie telle que le président de la République annonçait en pompe dans tous les médias que c'est lui qui a apporté la démocratie au Cameroun. On se rend compte 40 ans après qu'on a fait du surplace et c'est vraiment une honte pour nous. Justement, il évoque là la démocratie. Est-ce que vous, au PCRN, vous pensez que le Cameroun est un État démocratique? C'est une question qui est tellement mitigée, parce que les réponses ne peuvent pas rien que se limiter au fait qu'il y a une pluralité politique et qu'il y a des élections avec les urnes transparentes. On devrait élargir ce domaine et voir
quel est le type de dominance, voire même le type de démocratie véritable qu'on effectue au Cameroun. Parce que si on veut se limiter juste du fait qu'il y a des élections régulièrement, on peut bien donner une définition biaisée de la démocratie et on se retrouvera en train de soit de dire que le Cameroun est purement un État démocratique ou quasiment ne même plus savoir où situer le Cameroun. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez? Non, nous pensons que le Cameroun est voilé. Qu'on vous tend une pêche alors qu'on la tient à l'autre bout et à chaque fois que vous voulez mordre sur la carotte, on tire. Puisqu'on ne comprend pas pourquoi, on peut vouloir même une manifestation pour demander à ce qu'il y ait des coupures à l'excès et qu'un sous-préfet nous interdise. Il n'y a aucune raison pour un pays dit donc démocratique à ce que ce type d'interdiction soit récurrent, répété, au point où tous les Camerounais, quand vous convoquez les Camerounais à manifester, ils vont vous dire d'avance que nous savons que le chef de district ne va pas valider. Donc du coup, ça tue la démocratie. Vous pensez que les manifestations, c'est une solution? Les manifestations font partie de l'expression démocratique. C'est aussi une façon de revendiquer, de s'exprimer, et tout ça dans le cadre légal. Or, si on a donc les lois qui prévoient de telles expressions et que des administrateurs civils trouvent, avec trop de zèle, interdit systématiquement, parce que c'est systématique. Ce ne sont pas comme s'ils avaient fait une étude et finalement ils interdisent à telle ou telle personne, c'est systématique. Et de là, on a bien peur que nous ne soyons pas dans une démocratie, ou tout au moins c'est dans le type de démocratie que nous disons construire. Mais je voudrais aussi faire un crochet au niveau des sénateurs. Pour revenir, c'est pour dire, quand on met deux systèmes, puisqu'on a mis un système électoral et on a mis un système de nomination, c'était justement pour essayer d'équilibrer, parce que le fait d'avoir 70% de sénateurs élus déjà du RDPC leur donnait déjà la majorité absolue dans cette chambre. Alors, le président de la République aurait dû faire ce que la loi a prévu pour les conseillers régionaux. Parce qu'en fait, quand cette loi sur les conseillers régionaux demande à ce qu'au minimum 20 de 90 par région soient des chefs traditionnels. Beaucoup parmi nous avons trouvé ça joli. Avons pensé que c'était un espoir. Et dans les faits? Pour voir aussi au niveau du Sénat la représentation traditionnelle. Et dans les faits? On n'en a pas. On n'a pas vu un chef traditionnel nommé, tout au moins un chef traditionnel neutre, si je peux le dire ainsi. Parce que tous les chefs qui pourraient être nommés ou bien qui sont nommés dans cette trame sont des chefs. On connaît leur couleur politique, on connaît les chapelons. Du coup, on aurait pu voir une catégorie, société civile, opérateurs économiques, pourquoi pas, et les chefs traditionnels, ça aurait fait un bon maillage. Alors, M. Serge-Henri Kelbé, à quoi est-ce que vous, en tant qu'RDPCiste, vous attribuez cette victoire? Quel est le secret de votre réussite? Bien, puisque votre question, vous insistez là-dessus, je vais vous répondre, mais je voudrais très rapidement apporter un peu un bémol sur ce que mes co-discutants ont dit. Bon, je vais déjà vous répondre rapidement en disant que le RDPC vient de fêter 38 ans de travail, de dur labeur, d'ardeur. Nous avons connu des moments difficiles, sulfureux, nous avons connu des départs, nous avons connu des soubresauts, nous avons perdu des têtes passantes stratégiques qui étaient parties de l'UNC, qui sont venus au RDPC et qui ont quitté le navire. Il y en a beaucoup. Le RDPC en 92 était pratiquement dans l'opposition. On va en parler tout à l'heure, mais c'est les opposants eux-mêmes. Lorsqu'on parlera de quelle qualité d'homme politique, on en parlera. Donc le RDPC doit cette écrasante victoire à sa persévérance au travail, à l'ardeur et à un travail de terrain. Vous savez, moi j'ai vu les militants d'un parti ces jours-ci à Douala 5e faire du porte-à-porte de recrutement. De quel parti s'agit-il? Du MRC, je ne voulais pas citer. Je crois que c'était dimanche, avec des chasubles oranges, ils font du travail. Nous le faisons permanemment tous les jours. Je peux vous dire que quand il y a deuil, au niveau de l'échelle où je me trouve dans le RDPC, lorsqu'un camarade décède ou perd un parent proche, enfant ou parent, père,
nous lui apportons de l'assistance. Nous travaillons dans le RDPC, nous socialisons nos militants. Une fois que je l'ai dit, je veux tout simplement vous dire que voilà un peu la résultante, n'est-ce pas, de nos efforts. Maintenant, je voudrais faire comprendre à M. Nguépi que pour quel intérêt, ou ça aurait changé quoi, si le président de la République, président national du RDPC, avait pris 10 sénateurs et avait divisé en 3, comme il disait, en groupe de 10-10-10. Ça n'aurait rien changé. Et la politique, c'est la politique. À la politique comme à la politique. Nous ne sommes pas là pour faire des yeux doux à ceux qui nous combattent tous les jours. Donc pour vous, un Sénat avec un seul opposant... Je dis qu'on aurait eu 100 députés, 100 sénateurs RDPC, 100 sénateurs. Ça ne nous aurait même pas un peu gênés. C'est grâce, encore une fois de plus, à la magnanimité du chef de l'État, président national du RDPC. Est-ce que vous pensez qu'avoir 100 sénateurs, cela reflète la démocratie dans Mais l'État? madame, je veux vous dire, et là je profite, je voulais faire le tour de la table dans ce sens, je vais directement du côté de mon co-discutant du PCRN. Madame, moi je suis du Nyon Ekele, je suis des ECA. Le PCRN a paralysé, a maîtrisé presque toutes les communes dans le Nyon Ekele. Je crois qu'il y en a 9. Mais ils n'ont pas eu un seul candidat, ni au régional, ni au sénatorial. Même pas un candidat. C'est ça le type de position que nous avons. Et nous allons entrer dans ce débat tout à l'heure. Eux-mêmes, ils n'ont pas de candidat dans le centre. Ils n'ont pas présenté candidature. Ils viennent dans le centre, dans le littoral, où tout est aléatoire. Pour croire qu'ils vont battre le RDPC au littoral, où ils n'ont pas de base. Si vous comprenez que c'était perdu d'avance. Et ceux-mêmes qui étaient candidats ici dans le littoral ne battaient pas campagne. Ils envoyaient plutôt... C'est ceux qui étaient sur les listes, hein, qui voulaient être sénateurs. Oui. Moi, j'ai vu personne. Ils envoyaient plutôt leurs camarades du PCRN aborder des conseillers municipaux ou des élus du peuple du RDPC. Monsieur Nguépi, le chef de l'État a nommé 30 sénateurs ce 31 mars. Votre analyse de ces nominations? Oui, je vais dire que quand on regarde les 30 sénateurs, on se rend compte qu'on a remplacé, on a fait du neuf dans du vieux. C'est-à-dire que le président de la République a décidé de nommer les fils de ceux qui sont décédés pour remplacer leur père. Je vais parler du cas de Moukoko. C'était un peu désolant de voir cette nomination. Du cas de Seydou Djoya, qui a été nommé, même s'il a le droit d'être nommé. Mais quand on se rend compte que c'est le fils du roi Sultan Bamoun, alors on se dit, est-ce que le Cameroun appartient à ces personnes-là, ces individus? On pense aussi à la rigueur et moralisation que le RDPC a toujours prôné. Alors on se dit, M. Seydou Djoya est poursuivi pour des malversations à la FECAFOOT. Oui. Il n'a pas eu, une présidence blanche. Il reste présumé. Présumé pour l'instant, oui, mais on parle de moralité. Hein. On parle de moralité. Donc, le nommer a été pour moi une grosse erreur stratégique parce qu'on ne peut pas dire au peuple camerounais qu'on veut changer les choses, qu'on veut moraliser l'opinion publique et on se met à officier de nomination. Il faudrait dire que ceux qui ont été nommés aussi sont les anciens directeurs, anciens ministres, anciens, des personnes que lorsqu'ils vont toucher les 1 250 000 francs par mois, c'est à peine de quoi ils vont acheter le papier hygiénique pour les toilettes, vous voyez. Donc on se dit, bon, au Cameroun encore, quand on sait que quand quelqu'un était ancien directeur, ancien ministre, nous sommes tous conscients que l'unité de vol, c'est le milliard de francs CFA. Alors, c'est eux qu'on décide encore de faire confiance. On sera attendu à ce que le président nomme même un Ben Skinner, pourquoi pas. Quand on voit un sénateur qui a été nommé, qui est un Ben Skinner, comme ça, on le propulse au Sénat, la loi n'empêche pas. Mais est-ce que vous pensez que cela est possible au Cameroun? Non, tu vois ce qu'on sera attendu. On sera attendu à ce qu'il nomme, même si c'est un militant du RDPC, c'est pas mauvais, qu'il nomme même un enseignant. Nous avions l'enseignante de Koulfata, là, je crois qu'elle doit avoir 40 ans, son époux, qui était payé à 10 000 francs, vous vous rappelez le fameux reportage, il y a cela 2 ans. On pouvait la nommer ou bien nommer son époux, sénateur, pour envoyer un message fort. On pouvait nommer une infirmière. Voilà, même si l'infirmière du non, cette nomination-là, le président a pu nous faire comprendre, nous, la jeunesse, que nous ne sommes pas de son époque, que le Cameroun appartient à lui, à ses amis. Et voilà pourquoi est-ce que mon cher ami qui est là du RDPC, je ne serais pas surpris qu'il ne soit pas en phase avec son champion. Parce que, voilà, son champion a clairement dit, écoute, moi, je ne vous connais pas. Hein.
moi je fonctionne avec le nez vert, c'est-à-dire ceux qui sont nés avant, avant 1960, c'est avec eux qu'ils fonctionnent. Donc, c'est une grosse erreur qu'il a commise. Et c'est pour ça qu'il est important de dire aux jeunes, et comme à mon cher ami qui est jeune du LDPC, qui écoute, aujourd'hui il doit comprendre que le combat est générationnel. Générationnel, pas seulement en termes d'âge, c'est-à-dire qu'on parle de générationnel pour dire que ceux qui ont 70 ans, 80 ans sont disqualifiés, non. Mais c'est plutôt générationnel pour dire que ceux qui ont géré le pays pendant 20 ans, 30 ans sont disqualifiés. C'est ça en fait le combat qu'il faut mener au Cameroun. Parce que c'est dit générationnel, crapatement, on les vit, on les place, d'accord. Mais ceux-là qui ont géré le pays, qui ont été ministres, anciens doyens, anciens recteurs, anciens fonctionnaires, sont disqualifiés. Parce que voilà, ils ont aidé le régime à s'implanter. Donc il serait important que la jeunesse prenne conscience et se dise il faut un nouveau souffle. Et même la jeunesse du RDPC prend conscience. Et surtout, on ne va pas aussi non plus accepter que ceux qui ont pérennisé ce système, parce qu'il faut qu'on dise que comment est un système colonial, avec une idéologie coloniale, l'idéologie où tout est centralisé, et qu'on tend maintenant à remplacer... On parle des sénatoriales. Des sénatoriales, bien sûr, permettez-moi. Dans un système où on parle de système décentralisé. Avec des CTD, avec des CTD, vous parlez de... J'arrive. Donc, il faudrait donc pas qu'on tente toujours à nommer ceux qui ont une idéologie de centraliser les choses. Parce qu'en réalité, on parle de sénatorial qui devrait être un système décentralisé, mais quelle est la réalité? C'est qu'en réalité, ils n'ont aucun pouvoir. Donc, dans un système décentralisé, les sénateurs devraient avoir un réel pouvoir, ce qui n'est pas le cas pour le Cameroun. Monsieur Elie, on prend les mêmes, on recommence. Selon vous, est-ce que cette phrase reflète nos institutions, comme le prétendent beaucoup d'observateurs, et un peu Monsieur Alex? Pour compléter ce que mon copaléniste disait, on a l'impression que quand le président regarde tout autour de lui, il se dit « j'ai échoué, je n'ai pas pu fabriquer un dauphin ». Parce que le président Ahidjo en partant, il y avait plusieurs ministres qui prétendaient remplacer le président Ahidjo à son poste. Pourquoi aujourd'hui, on prend du vieux pour faire du neuf? On a donc l'impression que tout autour du président, il n'a pas pu former une nouvelle génération pour essayer de faire mieux que lui. Si lui n'a pas réussi quelque part, il faut donc que ceux qu'il a formés puissent apporter du sang nouveau. Et tout autour de lui, il ne voit personne, peut-être à son avis. C'est pour ça, chaque fois, on prend du vieux pour faire du neuf. Alors, on parlait de jeunesse. À vous qui êtes le plus jeune sur ce plateau, je le suppose. Quelle est la place de la jeunesse dans la politique au Cameroun, selon vous? Dans la politique au Cameroun, la jeunesse, le RDPC, le système RDPC a donné à la jeunesse la place que la jeunesse a dans le chômage. Ça veut dire que nous sommes interdits même, à la limite, de faire de la politique. Nous faisons du forçat où nous suivons certains aînés proches de moi, comme Alex, qui est sur le plateau, et beaucoup d'autres. Nous avons suivi, par exemple, l'appel du président Cabral actuellement, d'où nous sommes entrés en politique. Nous nous sommes dit, c'est là qu'on peut mieux impacter la gestion de cette cité. Je voudrais d'abord faire un crochet sur ce que le représentant du LDPC dit. Ce qui est bien, c'est que lui-même doute d'abord de l'appartenance politique de ce compère dans ces nominations. Parce qu'il a dit, et ils ont porté les bâches, en fait c'est une façon de parler, qu'ils ont porté longtemps les assiettes et lavé et que les autres n'ont rien fait, mais sont supposés être nommés. Et ils ne sont pas nommés et d'autres sont nommés. Mais je voudrais également lui dire que le PCRN, déjà, l'Union Ekele a dit comme et on se les partage à moitié-moitié. 5-5. Sauf qu'il y a une commune où on a remis des conseillers PCRN qui se partagent la commune, par exemple, de Ngorma-Poubi. Je vais dire de Bout-Makak, par exemple. Donc, du coup, je ne vois pas pourquoi il prétend que le PCRN n'avait pas la capacité de faire des candidats dans le centre. Ça a été un choix stratégique du PCRN de ne pas aller dans le centre. Mais vous avez dans le littoral. C'est un choix stratégique. Et nous sommes venus dans le littoral, on a fait le score qu'on a fait, malgré que nous avons dans ces conseillers municipaux aléatoires. Nous avons fait le score que nous avons fait. Ça a respecté. Donc, le Cameroun ne laisse pas la voie à sa jeunesse pour que sa jeunesse puisse percer en politique. Et vous pouvez voir, je doute fort qu'il y ait un homme ou bien une femme de 40 ans tapant. Quel est le problème, vous pensez? Qui a été nommé. Pourquoi? Je ne sais pas, peut-être c'est à eux de nous dire pourquoi ils ont peur de la jeunesse.
Et c'est eux-mêmes qui disent que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Si nous sommes dans le fer de lance, ouvrez-nous les portes ou bien ne nous fermez pas les portes, laissez-nous nous épanouir, dégager nos énergies positivement et aller à la conquête de tout. Parce que ce n'est pas le pouvoir que nous cherchons. Nous cherchons la liberté d'expression, que ce soit au niveau des emplois, que ce soit politique, que ce soit dans tous les domaines de la vie de la nation. Il faudrait que la jeunesse puisse s'épanouir. Mais si la jeunesse ne peut pas s'épanouir, on n'aura pas un pays doté d'un avenir certain. Monsieur Serge-Henri, vous souhaitez répondre? Tout à fait. Allez-y. La parole Je est à veux vous. d'abord dire ici que le RDPC est le parti qui, lorsque vous regardez nos listes, fait attention à plusieurs facteurs. D'abord, la composante sociologique des régions qui doivent être représentées. Vous allez toujours trouver des gens de plusieurs ethnies ou tribus. Deuxièmement, le chef de l'État, depuis son discours du congrès de Yaoundé, au palais des congrès, a commencé à donner une place prépondérante à la femme. À la femme. Dite du président de la République lui-même, président national du RDPC, et à la jeunesse. Pour raison, le RDPC a quand même un mouvement jeune très dynamique, que ce soit les présidents de sous-section ou nationale de l'OJ-RDPC. Vous trouvez des jeunes dynamiques. Ces jeunes sont récompensés. Vous avez des jeunes de 35 ans dans les mairies. Vous avez des jeunes qu'on peut encore estimer à 40 ans qui sont représentés à la communauté ou dans les communautés urbaines comme grands conseillers. Vous avez des ministres. On a un jeune sous-préfet également. Mais ils sont très jeunes. Non, là même, c'est la préfectorale. Ah, oui, oui. C'est la préfectorale. Mais je dis des postes politiques. D'accord. Oui. Postes politiques. Des mairies. Des mairies de ville. Et même des ministres. Je peux citer un nom. Vous pensez que M. Galas Etoga est mon aîné? Il est plus jeune que moi. Le CED. Vous comprenez? Je peux en citer d'autres qui ont à peine 40-41 ans, à qui le chef de l'État a fait confiance en tant que président national du RDPC. Il a dit un jour, je ne peux pas nommer tout le monde. Il y a à peine 60 postes ministériels. Le Cameroun a 360 communes, donc arrondissements. Et jusqu'aujourd'hui, malgré ce travail, je peux vous dire qu'en tant qu'RDPCiste, il y a des communes qui, après 40 ans, se plaignent de n'avoir pas eu un ministre ou un secrétaire d'État, malgré tous les cartes qu'il essaye de battre. Parce qu'il faut tenir compte de la composante sociologique, du maillage que le Cameroun a, plus de 250 ethnies, qui doivent être représentées, n'est-ce pas, dans la bonne marche de la nation. Et nous, RDPC, franchement, ça ne souffre de rien. Nous tenons compte de tous ces paramètres. Monsieur Alex Nguépi, parmi les nominations du chef de l'État, Nyadji Fendi, 90 ans, à la tête de cette institution encore pour les 5 prochaines années, lorsqu'on sait que c'est lui qui doit reprendre la tête du pays en cas d'invalidité ou d'absence du chef de l'État. Votre commentaire? Oui, je dis bien, et je suis surpris parce que quand on discutant nous fait comprendre que le chef de l'État nomme des jeunes et qu'il y a encore des communes qui se plaignent en 40 ans d'avoir pas une administration secrétaire, c'est normal, puisque ce sont les mêmes personnes que le chef de l'État maintient. Donc, vous ne serez pas surpris de voir que, voilà... c'est un exercice complexe, c'est ce que je voulais dire. C'est très complexe. Permettez-moi. Donc, Nyadji Fendi est l'exemple vivant. Il a été à la Sonnelle, il a été ministre, il a été tout, homme d'affaires, tout. Et c'est le seul qui occupe toutes les fonctions, son petit Dieu, maire de Baganté. Bon, on se dit, waouh, c'est normal qu'il n'y ait des arrondissements qui manquent, qui n'ont même eu des nominations. Donc, Nyadji Fendi, 85 ans, 90 ans, parce que eux-mêmes ils ont dit que quand on prend le H, à l'époque on mettait la main là, ça touche l'oreille avant de l'inscrire à l'école. Il fallait faire plus 5 ans. En fait, son âge plus 5 ans. Alors, il est reconduit. Il faut avouer qu'il a une santé de fer. C'est son droit plus absolu d'être reproché de l'État. Mais on se pose la question, est-ce qu'il a défendu les capacités nécessaires pour succéder au président de la République? Point d'interrogation. Et ce qui va déranger dans cette nomination-là, c'est que dans l'esprit de Constitution, le président de la République a pris le pouvoir
de manière constitutionnelle, hein, mais pas de manière légitime. C'est-à-dire que, parce que la Constitution a dit que le successeur du Conseil de la République, c'est le Premier ministre, mais qui n'était pas élu, qui était nommé. C'est comme ça que c'est la majorité suprême. Alors que l'esprit de la démocratie voudrait que le président de la République soit quelqu'un qui est élu par le peuple au suffrage direct ou indirect, peu importe, qu'il soit élu. Alors, il va encore produire la même chose avec Nyadi Fendi. C'est-à-dire que si Nyadi Fendi avait été élu au Sénat comme sénateur, par la suite élu, président du Sénat, ça passerait. Mais voilà quelqu'un qui, au départ, est nommé, même si ça respecte la Constitution, ok? Mais dans l'esprit de Constitution, quand nous analysons, il est nommé, et par la suite, on fait un petit jeu, on dit qu'il est élu président du Sénat et qu'il peut succéder au président de la République. Vous voyez, ça ne passe pas. Il y a quelque chose qui casse. Voilà pourquoi est-ce que les 30 sénateurs nommés, on doit faire disparaître ça. Je préfère encore que le LPC prenne les 100 sénateurs par leur mot, par leur électorat Il ne faut pas faire confiance. confiance. Il succède pas, il assure l'intérim. Non, c'est une succession. Non, c'est pas une succession. Il assume l'intérim. C'est une succession. Non, le président assume, le président du Sénat assume l'intérim. Jusqu'à l'organisation. Mais il ne peut pas être candidat à sa propre succession, bien sûr. L'expression, c'est l'intérim. Mais tu dis qu'il va succéder à un poste pour une période bien déterminée, qui est relativement court, qui varie entre quoi, 90 jours et 120 jours. Oui. Donc c'est une succession bien déterminée. Mais il faut que l'État continue. Non, il ne faut pas. L'intérim, c'est intérimaire, mais c'est une succession. Donc, on est non, donc de 3 mois. Oui, mais c'est une succession. Mais ça reste néanmoins, il succède à quelqu'un pour une période bien déterminée. Allez-y, poursuivez, monsieur Guépi. S'il est donc... il est donc inquiétant de voir qu'un individu qui est nommé puisse succéder à quelqu'un qui est élu. Et ce sont des choses qu'on doit revoir dans notre constitution. M. Nyadi Fendi a le droit d'être là où il est, mais je dis, c'est un mauvais calcul, c'est envoyer un mauvais message à la jeunesse, c'est de faire croire à la jeunesse qu'écoutez, vous n'avez pas le droit au gâteau national, vous devez continuer à rester là et à nous voir, avoir le gâteau de la nation pour nous-mêmes. Et surtout, agent du RDPC, je suis surpris. Hein. Ce qui m'étonne, c'est quand je vois un jeune du RDPC, parce que les jeunes, bon, même si nous sommes plus vraiment jeunes, hein, parce que mais relativement jeunes. Oui, oui. En tout cas, il est beaucoup plus jeune que son voisin. Oui, nous sommes, voilà. Même si, il faudrait qu'on sait que ce que je pense, c'est de voir au RDPC, ces jeunes-là, qui sont relativement jeunes, qui sont en train de supporter des personnes dont leur passé est derrière, leur futur est derrière eux. Et voilà, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'un monsieur du RDPC de sa génération peut faire la promotion du président de la République, la promotion de M. Nyadi. Il faudrait j'aurais aimé qu'ils disent que non, pour une fois, le président de la République aurait dû envoyer un message fort, aurait dû nommer, ou bien on attend à partir du 12 Il n'a pas encore donné son avis sur cette question. On espère que le prochain président du Sénat sera un jeune, ce serait quelqu'un même qui aura peut-être 40 ans, 42 ans, 45 ans encore. Faudrait-il que dans ce Sénat, nous aurons quelqu'un de cet âge. Parce que l'âge moyen du Sénat actuellement peut être 70 ans, 75 ans. Donc voilà, nommer Nyadi, encore son droit, mais franchement, c'est un mauvais message qu'on voit à la jeunesse. C'est encore dire que, en fait, c'est de nous faire croire que le Cameroun appartient à certains types de personnes. Que merci, monsieur. N'ont pas le droit à ce gâteau national. Merci, monsieur Guépi. Alors, monsieur Elie, est-ce que vous pensez que le président Nyadi Fendi a les capacités nécessaires pour tenir cette institution? Sans vouloir me moquer de lui, tous les Camerounais ont vu les images. Nous savons que physiquement, il est diminué. J'ai même l'impression que c'est une corvée qu'on l'a encore donnée. Lui-même, sincèrement, devrait aller se reposer. Moi, à mon humble avis, je pense que c'est beaucoup plus le vice-président du Sénat qui risque de faire cette transition. Parce que je ne souhaite pas de mal à qui que ce soit. Mais lorsque nous voyons l'âge de tous ceux qui nous dirigent en ce moment, on a beaucoup plus l'impression que celui qui va tenir les ficelles dans quelques temps, ce sera le vice-président du Sénat. Le président du Sénat lui-même, Nyadi Fendi, aurait pu, à mon avis, refuser même cette nomination. Parce que les honneurs d'être sénateur, ça ne peut pas payer la vie. La vie n'a pas de prix. Il peut forcer et rendre l'âme. Et qui aura perdu, c'est lui. La vie n'a pas de prix, à mon avis. Alors, un commentaire sur la nomination, une fois de plus, Nyadi Fendi, 3e législature, à la tête du Sénat. Votre commentaire? On aurait déjà pu faire quelque chose. Soit le Sénat devait avoir un seul mode de choix, de désignation,
ne pas avoir les deux. On voit par exemple en Allemagne et au Canada, on nomme les sénateurs. Ça aurait pu peut-être passer, on aurait compris qu'on nomme les mêmes, on recommence. Mais on ne peut pas venir nous mettre un système, deux systèmes, et nous faire penser que l'autre vient en complémentarité de l'autre. Et je vous ai dit au départ, on ne pouvait pas avoir déjà 70 sénateurs élus du RDPC. C'est déjà une très large majorité. Ça veut dire toutes les lois. Et on nous dit même dans la Constitution que le Parlement vote les lois à la majorité simple. Donc il suffit juste d'avoir une voix de plus et la loi passe. Et tout ce qu'on vote passe d'ailleurs. Donc il n'y avait pas à vouloir absolument. On a suivi le représentant du RDPC qui nous dit, eux s'en foutent, s'il fallait même avoir 120 sénateurs à la place de 100, ça les aurait même encore mieux arrangés. Mais on comprend que nous ne sommes donc pas dans un système qui appuie de la démocratie. Parce qu'au moins, dans la démocratie, on peut chercher à équilibrer. Parce qu'il n'y a aucune discussion, il n'y en aura même pas au sein du Sénat. D'ailleurs, même quand c'est monocoloré, il n'y en a presque pas, étant donné qu'ils ont souvent la majorité obèse. Aujourd'hui, c'est même eux qui sont cette majorité-là. Ils ne constituent plus la majorité au final. Maintenant, Nyadi Fendi nommé, renommé avec son état de santé, d'ailleurs, qu'on voit nous tous. Nous doutons de son état de santé et ses capacités physiques et même psychiques à pouvoir gérer encore le Sénat pendant 5 ans ou même pendant un jour. Il peut bien se reposer. Moi, mon papa a pris sa retraite à 38 ans. Vous comprenez, il n'avait pas 40 ans. Ça veut dire que M. Nyadi Fendi, à 90 ans, peut bien s'arrêter, dire je mets stop, je rentre au village, je me repose. Maintenant, ceux qui le nomment savent pourquoi ils le nomment et lui qui accepte sa nomination sait pourquoi il reste. Monsieur Serge Henri Kelbé, dois-je vous poser la question? Allez-y. Non, je suis un peu amusé parce que j'ai l'impression qu'autour de cette table, les co-discutants semblent ignorer ou ils font mine d'ignorer que M. Marcel Nyadi Fendi est d'abord militant du RDPC. Bien sûr. C'est un militant. Et dans le RDPC, nous avons ce que nous appelons la discipline du parti. Qui lui interdit de refuser une nomination? Au-delà de ça, qui interdit la retraite. Nous faisons un casting. Nous faisons un casting. Ne voyez pas les listes qui arrivent là-bas pour être maire, député, sénateur. Hein. C'est d'abord au niveau des sections. Moi qui vous parle, j'ai été éliminé dans une compétition où j'entrais à un conseil municipal. Mais j'étais avec un aîné qui était aussi d'Union Ekele comme moi et qui avait des états de service plus élogieux, paraît-il, que moi. On m'a mis de côté, mais j'étais dans une shortlist. Finalement, il fallait trouver une liste de 43 conseillers municipaux avant de voter le maire et ses adjoints, vous comprenez? Bien sûr. Donc, nous avons un travail de fond. C'est-à-dire, quand vous voyez nos élus, parce que M. Nyadi lui a été nommé, je dis encore que c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, mais je dis que les 70 qui ont été élus, il y a des gens qui ont été mis de côté pour des considérations que le parti a examinées. Et ces candidatures arrivent au comité central, où nous centralisons, d'abord au niveau de la région. Tous nos patrons de région politiques coordonnent, examinent. Il y a un travail qui est fait à ce niveau. Et vous avez même besoin de parrainage. C'est-à-dire on a très peu de personnes parachutées. Je dis très peu. Dans les élus, parce qu'on doit vous connaître sur le terrain. On doit connaître vos classes. Votre président de section doit convaincre que oui, on vous voit sur le terrain. C'est bien compris. Donc, pour M. Nyadi qui est nommé, mais il est nommé comme tous les autres ministres qui furent souvent nommés. Est-ce que vous pensez en toute transparence qu'il a les capacités nécessaires pour gérer le Sénat du Cameroun? Je veux vous dire en toute sincérité, M. Nyadi Marcel Fendi est l'un des technocrates camerounais que je ne cesserai de citer et que je cite très souvent. Si nous avons la SONEL aujourd'hui, si nous avons 90% des projets que le Cameroun réalise aujourd'hui, c'est lui qui... Ça dit, on sort ça des tiroirs de Nyadi. C'est le bâtisseur de la SONEL qui est devenu
avant Eneo, il y avait AES Sonel. C'est M. Marcel Niat. Donc c'est une forme de reconnaissance. Au-delà de cette forme de reconnaissance, c'est quelqu'un qui, même couché sur son lit, a encore son cerveau, même s'il n'a pas la force physique. Et je veux dire quelque chose ici autour de ce plateau. Est-ce que vous savez pourquoi en politique, tous les pouvoirs, que ce soit en Chine, en Russie, en Italie, en France, en Espagne, même au Canada, vous savez très bien pourquoi des gouvernements veulent avoir des majorités, si possible de très grandes majorités. Tous les gouvernements qui ont été faits de coalition en Italie, 3 partis minimum, tombent après 2 ans, maximum 18 mois. Ils tombent parce qu'ils se tiennent. C'est des losanges. Alors, il suffit qu'un saute, la coalition devient minoritaire au Parlement. En Israël, c'est courant. On va encore me dire sur ce plateau que j'aime voyager, comme la prochaine fois. Mais regardez, mais c'est de ça qu'il s'agit. Or, quand un parti a une majorité, elle est sûre qu'elle va aller au bout du mandat présidentiel de 5 ans. Et le Premier ministre aura les coups de franges pour faire passer ses lois. En France, aujourd'hui, vous avez vu, ça boue partout parce que le parti de M. Macron, la République en marche, n'a pas sa majorité absolue. Raison pour laquelle elle a besoin Donc, en toute sincérité, vous pensez que Niat Difendi a les capacités nécessaires pour gérer Il a des capacités, je dis bien, intellectuelles et mentales pour diriger le Sénat. Pourquoi? Le Sénat n'est qu'une chambre haute où on fait des deuxièmes lectures. Monsieur Niat n'a pas appelé à faire du 100 mètres ou une course de marathon ou je ne sais pas quoi, l'ascension du Mont Cameroun. Merci. Alors, Monsieur Elie, parmi les nouveaux visages de ce Sénat nommé par le chef de l'État, 4 opérateurs économiques, une nouvelle dynamique pour cette institution, vous pensez? Oui, on a l'impression que, vu les projets que le président a implémentés, la centrale hydroélectrique qui va de l'énergie, en nommant des chefs d'entreprise, c'était peut-être pour leur orienter vers le sens de la production. Mais sur le terrain, on se rend compte que dès que les gens sont nommés, très souvent, ils oublient même pourquoi ils avaient été nommés. Donc, et c'est peut-être parce que dès le départ, ils n'ont pas un bon carnet, ils n'ont pas un planning pour un programme de travail. Donc l'idéal, ce n'était pas seulement de nommer des chefs d'entreprise, c'est de leur dire, bon, voilà le cahier de charges, on vous met à ce poste, c'est pour tel objectif. Dans ta contrée, là où toi-même tu viens, nous attendons ceci, nous attendons cela. Alors, le chef de l'État vient de nommer plusieurs opérateurs économiques. On parle là d'Henriette Sournac, Emmanuel Chatué. Pensez-vous qu'ils puissent, à travers leurs différentes expériences dans les affaires, contribuer d'une manière ou d'une autre à l'évolution du Sénat? Il faudrait déjà noter qu'on ne peut pas diriger un pays sans toutefois tenir compte du patronat. Ailleurs, c'est même le patronat presque qui décide. Puisque avant de revaloriser même les salaires, il faudrait discuter avec le patronat et voir un peu comment est-ce que tout ceci peut se faire dans la tranquillité pour qu'il n'y ait pas les échauffourées entre le patronat et les employés. Et nommer des opérateurs économiques dans le Sénat, c'est peut-être pas une mauvaise idée, parce qu'au départ, je l'ai dit, on aurait pu avoir peut-être 3 classes, les syndicalistes, bien société civile, les opérateurs économiques et les traditionnels. Mais maintenant, quel est l'impact de ceux-ci, si et seulement s'ils sont dans l'extrême minorité? Quelle est donc la plus-value, si et seulement si, en guillemets, on connaît la coloration qu'ils portent déjà? Quels sont les penchants? Même quand ils ne sont pas dans une chapelle politique, ils ont quand même déjà un penchant. Ça ne nous ravit pas assez. En fait, ça ne nous apporte aucun bénéfice, si seulement si c'est dans ces conditions. Alors, on aurait attendu que même déjà dans les listes des 7 par région, on trouvera au moins un opérateur économique. Mais on n'a pas vu ça. Et peut-être le chef de l'État s'est dit, OK, il faudrait quand même qu'on ait quelques-uns des opérateurs économiques qui me font des jeux doux de temps à autre, qui, sur les plateaux, recrutent ou bien convoquent régulièrement des gens qui viennent faire des louanges. Ça s'est fait. Maintenant, quel sera l'impact? On n'en sait rien. On ne voit pas. Par contre, le patronat, est-ce que c'est le patronat qui a donc dit, d'accord, nous vous envoyons tel type et telle dame pour que ces personnes puissent au moins se porter la voix du patronat au sein du Parlement? D'accord. Monsieur Guépi, nous continuons de parler du Sénat, mais toujours des questions économiques. Le Sénat est décrit par plusieurs observateurs comme étant une institution budgétivore. Bilan en 10 ans d'existence, 164 milliards. Votre avis?
Oui, écoutez, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce qu'en fait, le Sénat dans son rôle. Hein, j'ai toujours dit que j'étais un fédéraliste et pour dans l'état actuel des choses, je suis pour la décentralisation, les régionalisations qui se pratiquent actuellement. Et là, le Sénat a tout son pesant d'or. Hein. Ce n'est pas en explorant le Sénat qu'on fera des économies, non. Ce n'est pas comme ça qu'on fait des économies en suppléant une institution. C'est une institution qui a son pesant d'or parce qu'il faut rappeler le rôle du Sénat. Le Sénat est là pour permettre l'équilibre budgétaire, surtout le budget d'investissement dans les régions. C'est-à-dire faire ce que quand les députés votent des budgets d'investissement, alors les sénateurs se rassurent que les régions ne sont pas délaissées, que les communautés, les collectivités territoriales décentralisées soient délaissées. Et surtout, se rassurer que les 15% qui ont été promis à ces collectivités territoriales décentralisées puissent être donnés, réalisés. Donc, de ce côté, vouloir faire de l'économie sur le Sénat, c'est une mauvaise idée. Ceux qui disent que ça ne sert à rien, je dis qu'ils sont trompés. Par contre, ce qu'il voudrait donc dire, c'est qu'il faudrait donc appeler à réformer le Sénat, aller dans les réformes institutionnelles, c'est-à-dire, il y a la loi qui dit que lorsque une loi est votée à l'Assemblée nationale, et si elle est refusée au Sénat, l'Assemblée nationale vote la loi. On devait retirer, ça dit que pour qu'une loi passe, la loi doit être votée à l'Assemblée nationale et au Sénat, tout simplement. On devrait faire cela. Peut-être reformer le Sénat, j'ai dit ça sur ce plateau, faire qu'il y ait 2 sénateurs par département, parce que 10 sénateurs par région. Généralement, les populations ne savent pas à qui s'adresser quand leur région est délaissée. Je vais dire qu'actuellement, le Sud a le plus gros budget d'investissement, comparé aux régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest qui, malgré la guerre, les programmes de reconstruction n'ont pas un gros budget. Alors de ce côté-là, il est difficile pour ces personnes-là de s'adresser au Sénat. Vous avez d'autres régions qui sont délaissées comme l'extrême Nord qui n'ont pas de gros budget d'investissement. Voilà, et l'Est aussi qui n'a pas un gros budget d'investissement. Donc voilà, le Sénat devrait jouer son plan. Donc je pense qu'il faudrait donc plutôt reformer le Sénat, faire ce qu'il y ait 2 sénateurs par département. Il serait plus facile aux habitants d'un département de dire de voir le sénateur dire écoutez, on veut nous construire un pont à Missoké, le maire nous fait comprendre qu'il manque de budget. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu réaliser ce pont-là? Et là, il faut s'adresser au Sénat. Donc, ce sera l'une des réformes importantes qu'il faut faire au niveau du Sénat. Et surtout sur le plan économique concernant le Sénat, et je vais encore empiéter sur l'élimination, c'est que le président de la République aurait pu nommer des personnes nouvelles, des personnes qui peuvent créer des entreprises et innover au niveau de l'emploi. Mais justement, les opérateurs économiques, il y en a 4 qui ont été nommés. Non, pas à ce niveau-là. L'opérateur économique n'est pas obligé d'être dans le Sénat pour pouvoir travailler. Je ne pense pas, non. Le parti économique peut influencer, il y a des lobbying. Hein, c'est là où ils influencent à partir des lobbying. Hein, le Sénat, c'est un organe purement politique. Donc, si le parti économique veut faire de la politique, qu'il fasse la politique et qu'il soit élu et propose un programme. Si par contre, il veut influencer les décisions du Sénat, qu'il influence à travers des lobbying. Non, pas de ce côté-là. Je pense que si vous imaginez que si le président public avait nommé un Benskina sénateur, et ce monsieur qui gagne 4 000 francs par jour, se retrouve à 1 500 000 francs par mois, parce qu'il devrait être ouvrir des entreprises. Vous voyez, il devait devenir ouvrir des entreprises et créer des emplois. Or, quand vous nommez l'ancien ministre déjà qui a saturé, qui pense qu'à sa retraite à dormir et que 1 500 000 francs qu'on lui donne, c'est pour acheter des papiers hygiéniques pour être chez lui, il va créer aucun emploi. Donc, de ce côté-là, je pense que le Sénat, le président de la République aurait pu mieux redistribuer ce petit gâteau national-là aux couches sociales les plus défavorisées. La dame de Kouloufata, qui était payée à moins de 15 000 francs par mois, si son mari avait été nommé sénateur, je suis sûr que son mari aurait eu des projets, peut-être investir, ouvrir des projets dans l'agriculture, relancer de ce côté-là. Donc, ceux qui pensent qu'il faut faire des économies au niveau du Sénat, je dis que c'est faux. S'il faut faire des économies, vous avez les bons de carburant qu'on donne aux fonctionnaires qu'il faille revoir. Vous avez des véhicules de fonctionnement, que voilà, vous avez des ministres, des fonctionnaires, hauts fonctionnaires qui ont 2, 3, 4 véhicules de fonctionnement. Vous avez des sous-préfets qui roulent avec des véhicules de 35 millions de francs CFA qu'il faudra annuler parce que je ne vois pas la raison pour laquelle qu'un sous-préfet doit avoir un véhicule de 35 millions de francs CFA. C'est bien compris, monsieur. Il y a 1000 façons de réaliser des économies que de penser qu'on réalise cette économie-là en supprimant cette institution. Monsieur Serge Henry, en 10 ans, quel bilan faites-vous du Sénat camerounais? Écoutez, depuis que le Sénat camerounais a été mis sur pied, nous sommes à la 3e mandature, je peux vous assurer qu'il y a plusieurs textes de loi qui sont arrivés au Sénat, qui ont été relus et renvoyés à l'Assemblée nationale pour relecture.
c'est l'un des rôles majeurs du Sénat. C'est-à-dire, au-delà de contrôler, n'est-ce pas, aussi l'action gouvernementale, parce que les sénateurs, les ministres viennent aussi, n'est-ce pas, faire leur plaidoirie au Sénat, et les sénateurs donnent leur opinion et leur point de vue. Mais au-delà de ça, la Chambre basse, qui est le Parlement, l'Assemblée nationale, lit, élabore des textes de loi, mais les envoie au Sénat pour être élus. Il arrive par moment, et très souvent même, que les sénateurs attirent l'attention des parlementaires de l'Assemblée nationale sur un certain nombre d'incongruités ou bien des choses qui peuvent porter atteinte au bon fonctionnement de la République. Donc, le Sénat a son rôle. Ne voyez pas le Sénat comme l'équipe nationale de football qui doit aller gagner des victoires et les ramener et dire que oui, le Sénat fonctionne, le Sénat... Non. Plusieurs partis politiques ici, lors de la tripartite à Yaoundé, comme du grand dialogue national qui a toujours eu à Yaoundé pour la résolution de la crise anglophone, ont donné leur aval pour que le Cameroun avance dans la décentralisation. Et le clou de la décentralisation, c'est la mise en place du Sénat qui est au-dessus des régions. Les collectivités territoriales décentralisées, c'est-à-dire les communes, les régions et le Sénat. Parce qu'on est sénateur d'une région et on est député de la nation, de la République. Donc, on ne peut pas dire que nous allons aller vers une décentralisation et ne pas mettre en place un Sénat. Et le Sénat travaille. Mais ce que je voudrais attirer ici sur ce plateau, c'est que je suis opérateur économique. Il y a beaucoup de parlementaires, députés à l'Assemblée nationale. La majorité sont des hommes d'affaires, des opérateurs économiques. Nous nous rencontrons dans les couloirs. Et je vais vous dire tout à l'heure qu'est-ce qui a tué l'opposition. D'accord. Nous y reviendrons. Vous comprenez? Alors, Monsieur McCoy, avez-vous des questionnements, vous, sur l'utilité du Sénat dans notre pays? En fait, le Sénat est une institution normale. En fait, tout au moins, on peut appeler Sénat, on peut appeler comme on veut. Comme par exemple en Algérie, on appelle ça une chambre de conseil. Donc, on peut avoir de différentes chambres. Ailleurs, on parle de congrès et Sénat, et d'autres parlent même de la chambre des représentants et des lords. Chambre des conservateurs et la chambre des lords. On peut appeler comme on veut, mais il faudrait absolument que l'institution puisse refléter le rôle pour lequel on a créé cette institution. Parce que si on revient sur les lois, le Sénat a pour premier rôle la rélecture des lois. Si cette loi n'est pas constitutionnelle au vu, ou bien n'est pas faisable au vu du Sénat, le Sénat renvoie cette loi au niveau de l'Assemblée nationale, qui aussi peut rejeter l'amendement envoyé par le Sénat et adopte. Donc, sur ce point, on pourrait dire que le Sénat ne joue pas grand rôle. Ça veut dire qu'on peut balayer le Sénat. Si on revient également sur le contrôle de l'action gouvernementale, l'Assemblée nationale fait ce contrôle, le Sénat fait le même contrôle. On peut peut-être dire on balaye toujours le Sénat, que ça ne sert à rien de faire un double contrôle. Mais maintenant, le Sénat a cette particularité que l'Assemblée nationale n'en a pas, qui est de défendre les collectivités territoriales décentralisées. L'Assemblée nationale n'a pas cette particularité. Ça veut dire que dans le vote du budget que l'Assemblée nationale fait chaque fin d'année, le Sénat doit se rassurer que les collectivités territoriales décentralisées, qui sont des communes et des régions, ont leur part belle, si je peux le dire ainsi. Ça veut dire, dans ce budget, le budget peut permettre à ce que ces deux entités puissent fonctionner normalement. Dans ce cas, seul le Sénat peut bien contrôler cette action. Et là, on va donc dire qu'une telle chambre, peu importe le nom qu'elle porte, a son rôle, a sa place. D'accord. Maintenant, le budget, on peut reformer le Sénat. Ça, c'est ce que le PCRN prône. Reformer le Sénat et que le Sénat soit vraiment une chambre de conseil. Jouer véritablement son rôle. On n'a plus besoin, en guillemets, d'encombrer le Sénat du contrôle de l'action gouvernementale. En fait, de ce que fait déjà l'Assemblée nationale. On peut donc attribuer à cette chambre nouvelle d'autres fonctionnalités qui permettent à ce que ces chambres, au vu
de l'imagerie populaire ne ressemble plus à une double Assemblée nationale. Monsieur Serge-Henri Kelbé, en une minute, je voulais s'il vous plaît. juste ajouter qu'aucune œuvre humaine n'étant parfaite, c'est tout à fait normal que lorsque vous avez fait quelque chose, que quelqu'un rejette un coup d'œil. Si vous avez été étudiant, je ne sais pas de quel niveau, quand vous faites une thèse, que ce soit une thèse doctorat, un master, vous donnez toujours à quelqu'un de relire et de contrôler pour voir si votre travail est bien. C'est un peu ça aussi le rôle du Sénat, c'est-à-dire la relecture. Parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, il peut avoir des coquilles. En fait, je voulais chuter, je voudrais un peu vous regarder dans ce que j'ai dit. Je dis, si le Sénat doit faire exactement ce que l'Assemblée nationale fait au niveau des lois, nous verrons toujours que le Sénat n'a pas sa place. Mais c'est une réélecture, mais je n'ai pas dit qu'elle n'est pas normale. Alès venait de le dire. On peut donc faire en sorte qu'il faudrait que le Sénat et l'Assemblée nationale adoptent en unanimité la même loi. Et de là, on ne verra pas l'inutilité de l'une ou de l'autre chambre. Parce qu'on peut toujours dire que c'est l'Assemblée nationale qui n'est pas utile dans ce sens. Puisque nous avons l'habitude de voir l'Assemblée nationale, on dit donc que c'est le Sénat qui n'est pas utile à ce qu'on appelle la navette parlementaire. D'accord. Dans ce cadre-là, c'est ce que je dis. Donc, mais s'il faut faire la réélecture, c'est normal, puisque la Chambre de conseil que nous prenons fait cette réélecture. Mais aura également des fonctionnalités que le Sénat actuel n'a pas. Donc, peu importe le nom qu'on en donne, peu importe le budget qu'on alloue, on peut peut-être revoir le budget, mais il va falloir qu'on ait quand même une chambre, justement, qui pourra, en guillemets, contrôler l'une. Alors, Monsieur Elie, êtes-vous d'avis avec certains analystes qui parlent d'une faible influence sur le vote des lois en ce qui concerne le Sénat? Oui, c'est vrai. Le Sénat, au vu de ce que nous voyons sur le terrain, ne travaille presque pas. Moi, j'aurais pensé, j'aurais même souhaité que la décentralisation soit très accélérée et que ce Sénat vraiment nous élimine cette histoire de nozo que nous, les Camerounais, en souffrent tellement. Parce que si c'était vraiment décentralisé, le sénateur qui représente la région, même n'importe où dans cette zone du nozo, pouvait prendre la décision de dire je fais ceci dans ma zone. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est juste une caisse enregistreuse qui va... Est-ce qu'ils vivent là-bas? Bon, c'est ça le problème. Ils n'y sont pas parce que la décentralisation a tardé, on a tellement tardé, la situation s'est envenimée. C'est la conjoncture. Bon, appelons ça comme on veut. La situation sur le terrain, présentement, nous voyons comment nos frères du Nozo souffrent. Nous donnons la possibilité aux locaux de prendre la décision chez eux. Et je vous dis, là, le Nozo, ça disparaît en 2 jours. D'accord, merci. Vous aviez quelque chose à dire à ce propos? Non, je voudrais juste ajouter l'eau dans le vin. Il y a une sénatrice qui a été nommée, Madame Regina Mundi, qui a été nommée. Elle a été kidnappée il y a encore un an. Elle a encore été nommée, mais elle avait été kidnappée. Donc vous comprenez pourquoi le contexte sécuritaire ne leur permet même pas d'aller résider là-bas. Il n'y a pas de décentralisation. C'est tout le problème. Décentraliser tout, vous verrez. Est-ce que justement, M. Alex Nguépi, le Sénat, selon vous, est-il un exemple palpable du principe d'équilibre régional tant prôné par le chef de l'État? Le Sénat, à l'actuel, non. Il n'est pas cet exemple palpable, hein, parce que le Sénat a des défaillances et ces défaillances doivent être ajustées. Si on réussit à les réajuster, oui, ce serait un exemple palpable. Mais tant qu'on ne les réajuste pas, le Sénat va toujours être cette chambre-là où les gens vont se reposer. Parce qu'en fait, c'est ce que les gens ont dans l'imaginaire populaire. Les gens pensent que le Sénat, c'est une chambre d'enregistrement où les gens vont rester, ils se reposent, ils ne font rien. Quand on s'en va à la retraite, c'est le meilleur endroit où on doit aller dormir, se reposer, toucher 1 million, 5 millions par mois, c'est tout. C'est presque la même chose partout. Bon, je peux vous citer des exemples aux États-Unis, en France, ou en Italie. Bien sûr. Laurent Fabius, quand il a quitté le gouvernement, on l'a envoyé au perchoir au Sénat. D'accord. Je peux continuer à citer jusqu'en Israël. Merci. Je pense que nous allons donc, avec la permission de la régie, passer à la deuxième partie de cette émission, juste après la transition. De retour sur le plateau de votre émission Face à vous pour la partie 2. La politique au Cameroun se déroule dans le cadre d'une république présidentielle unitaire décentralisée où le président du Cameroun est chef de l'État dans un système multipartite. Le pouvoir exécutif est exercé par le gouvernement. Le pouvoir législatif appartient au Parlement qui est composé de 2 chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale. Comme dans tout État, il existe une opposition qui propose une autre idéologie au peuple ou un autre
autre projet de vie aux citoyens autre que celui du pouvoir en place, qui se démène pour être représenté dans les différentes institutions de son pays. Notre pays, en 2020, comptait un peu plus de 298 partis, mais la question reste, où sont-ils? Au fil des années, l'opposition camerounaise disparaît, des partis se déchirent et aucune coalition forte depuis des décennies. Où est passée l'opposition camerounaise? Élément de réponse dans un petit instant dans votre émission Face à vous. On se retrouve, à vous la régie. Alors, chers panélistes, nous sommes de retour. La première question, je vais donc la poser à un opposant et ce serait à l'UPC, autant pour moi, que je vais poser cette question. Où est passée l'opposition camerounaise ou ce qu'il en reste? Depuis les années 90, on a tous ceux qui sont sur la scène politique constatent qu'on est en train de phagocyter l'opposition. Je vous donne l'exemple, par exemple, de l'UPC. Quelqu'un se lève un beau matin, après qu'on ait tenu un congrès, décide de nommer un responsable du parti. Ça veut dire que vous perdez votre temps même en allant au congrès. Donc l'opposition aujourd'hui souffre de ce que nous avons appelé, le langage que les opposants appellent l'UPCisation. C'est ce qui arrive aujourd'hui au SDF. Et bientôt, peut-être qu'on va voir ça dans d'autres partis, comme peut-être le CPP en a souffert aussi. Donc l'opposition aujourd'hui doit être repensée. L'opposition aujourd'hui, moi, je propose aux opposants de changer de tactique, ne pas aller frontalement contre l'adversaire, utiliser ce que les Douala appellent commencer la merde par les côtés avant d'arriver au centre. Parce que toutes les techniques qu'on a utilisées depuis les années 90 montrent que ça ne marche peut-être pas. Essayons d'autres méthodes. Le moment est venu où le système va s'écrouler de lui-même tellement il est obèse qu'avec les députés, avec les sénateurs et tout ce qu'ils ont englouti, ce système ne pourra plus tenir debout pour longtemps. Et l'opposition actuellement doit donc s'unir pour élaborer des stratégies au point où quand le système en place s'écroule, que véritablement chacun dans sa zone qui a noyauté la base. Parce que aller dans les médias, aller sur les scènes, les plateaux de télévision bavarder, ce n'est pas ça là, vraiment l'opposition. Que chacun dans sa base essaie de travailler, faire à ce que les gens puissent s'inscrire sur les listes électorales. Et là, vraiment, je vous assure que le moment venu, il n'y aura plus de triandage comme on a vu ailleurs. Monsieur Alex Nguépi, où est passée l'opposition camerounaise ou qu'est-ce qu'il en reste? Écoutez, l'opposition camerounaise, à mon avis, c'est de la Renaissance. Hein, c'est dans la Renaissance, ça sort de loin. L'opposition camerounaise a été déjà phagocytée dans les années 1960. Il faut qu'on dise aux Camerounais, c'est qu'en 1960, ceux qui ont eu l'indépendance, ceux qui ont eu à déjouer le Cameroun, sont ceux qui n'ont pas demandé l'indépendance. C'était l'UPC qui a demandé l'indépendance. Malheureusement, on a écarté l'UPC. Et les conséquences sont là aujourd'hui. Nous sommes devenus un État néocolonial, c'est-à-dire que nous sommes la sorte de la France. Nous avons perdu toutes nos souverainetés, souveraineté monétaire, souveraineté politique, souveraineté militaire, tout. Je ne sais même pas quelle souveraineté est-ce que Cameroun a encore. Même la souveraineté de nos ressources naturelles, nous l'avons perdu. Il n'y a qu'à voir le contrat du fait d'adopter Campo, on vend un tonne de fer aux Chinois à 2900 francs, alors que la tonne de fer au marché international est vendue à 90 000 francs CFA. Voilà, donc c'est autant de choses comme ça. Donc, l'opposition camerounaise est dans la Renaissance et il serait grand temps aujourd'hui que l'opposition camerounaise accède au pouvoir, que l'opposition camerounaise change de son de cloche, que l'opposition camerounaise pense à s'unifier, que le terme collabo qu'on aime utiliser pour désigner certains acteurs de l'opposition camerounaise qu'on n'aime pas s'arrête parce que malheureusement c'est ça, c'est que l'opposition camerounaise mène tous les combats, mais sur le combat qui permettra de conquérir le pouvoir. Chaque acteur politique, chaque opposant camerounais pense qu'il est le meilleur et qu'il devrait être le premier parti de l'opposition. Aucun d'eux ne pense être le parti au pouvoir. Et s'il faut penser être au parti au pouvoir, à un moment, il faudrait qu'on mette de côté nos échos et qu'on se réunisse autour d'une plateforme et qu'on propose un projet fiable au peuple camerounais. Je crois que c'est comment ce que les populations attendent de nous. Mais tant qu'on va la rendre dispersée, chacun va dire que je suis ceci, je suis cela, ça ne marchera pas. Le RPC va continuer à exploiter nos faiblesses et va se maintenir au pouvoir. Le PCRN, M. McCoy, où est passée l'opposition camerounaise ou ce qui en reste? L'opposition camerounaise est là. Il faudrait convoquer l'historique de l'opposition camerounaise. L'UPC, qui est l'un des premiers partis politiques au Cameroun, a été interdit
en 1955. Donc vous comprenez déjà que l'opposition camerounaise, depuis les années 50, a eu un problème jusqu'à ces temps-ci. Donc, on est toujours en train de courir derrière l'opposition camerounaise, enfin les pourchasser, pour que cette opposition n'existe pas. On trouve tous les moyens possibles pour que les leaders de l'opposition puissent être trempés négativement et que le peuple les regarde de travers pour dire, d'être qualifié de collabo, justement. Cette expression qui revient régulièrement, traître, pion et autres espions même. Antichambre, ce sont des expressions propres qu'on attribue aux leaders politiques ou bien à des partis politiques, justement, qui prêtent à confusion dans l'opinion publique. L'opposition camerounaise doit être redynamisée. Voilà ce qu'il faut. Parce qu'elle est là. Elle perd juste de sa dynamique. Il faudrait des hommes, je dirais des hommes forts dans l'opposition, qui relèveront l'opposition camerounaise pour mieux affronter le RDPC ou le régime en place. C'est tout un système de gouvernance et même un système de mise en place des partis politiques qui est complètement plombé. Et ça, c'est fait à dessein. C'est justement pour qu'on prospère. On est dans un type de monopartisme voilé dans le multipartisme. Parce que ça ne sert à rien d'avoir plus de 200 partis politiques. Et donc, sur la scène politique, on en trouve à peine 5. Et dans les 5, on en trouve peut-être 2 qui se disent de l'opposition. Et le reste, quand il s'agit de faire les courbettes, on les trouve dans les courbettes et on les qualifie tous de l'opposition. Et là, ce n'est pas vrai. On connaît très bien qui est de l'opposition et le système en place fait un effort de faire confondre tout le monde dans cet amalgame. Alors, où est passée l'opposition camerounaise ou qu'est-ce qu'il en reste selon vous, qui êtes militant du parti au pouvoir? Justement, vous faites bien de préciser, moi je ne suis pas de l'opposition. Oui. Mais lorsque j'observe, je vous dis que j'ai une carrière quand même de 30 ans en politique. C'est trop d'ego. Trop d'ego. Chaque fois que l'opposition, ce qu'on appelle l'opposition camerounaise, a essayé de mettre sur pied une plateforme capable de fédérer les opinions, des énergies dans l'opposition, on se heurte toujours à 2 ou 3 leaders de l'opposition qui font montre de beaucoup d'ego, ce qui, n'est-ce pas, a empêché l'opposition, n'est-ce pas, de rester fidèle et loyale à ses idéaux. Première des choses. La deuxième des choses, c'est que l'opposition camerounaise n'est pas vraie envers elle-même et envers ses militants. Je vous disais dit tantôt que je suis un opérateur économique. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois que j'ai rencontré des leaders politiques de l'opposition dans les couloirs des ministères, des directions générales des entreprises, venir nous bousculer pour prendre des marchés à notre place, qui parfois sont lancés, c'est-à-dire il y a des appels d'offres, mais on sait déjà à qui on va donner le marché, pour faire plaisir à un leader d'opposition. Je sais qu'il y a aussi des députés, même pas des hommes d'affaires, des députés dont je peux faire taire le nom, qui sont aussi des hommes d'affaires et qui vont voir des ministres dont ils disent qu'ils vont contrôler l'action gouvernementale. Mais pensez-vous allez leur demander des marchés. Qu'il existe une réelle opposition au Cameroun? Cette opposition, à mon avis, existe. Elle est là. Ce n'est pas la vieille opposition que vous voyez, c'est une opposition beaucoup plus jeune. Beaucoup plus jeune, c'est-à-dire des opposants, des leaders d'opinion qui sont dans des partis politiques d'opposition, qui ont moins de 50 ans. Vous trouvez encore des jeunes. Et ce sont ces jeunes qui feront le suspense en 2025. Et nous, au RDPC, comme on le sait, ce sont nos alter ego. Nous sommes en train de travailler avec eux. Il y a des opposants. Mais il suffit que le RDPC... Bon, le président fait appel à tous les citoyens camerounais. Nous, au RDPC, vous n'êtes pas nommés sans être consultés. Nommés sans être consultés. Élus parce que vous avez voulu, vous avez constitué un dossier.
vous avez fait votre bulletin numéro 3, votre lieu de vie, ainsi de suite. Vous constituez un dossier, vous allez déposer votre caution. Nommer, c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, mais avant d'être nommé, vous êtes consulté. Dans l'opposition, même quand on veut prendre quelqu'un, il est consulté. Et je suis sûr que même au MRC, si on va prendre 2, 3, 4 têtes qu'on nomme à certaines directions, ils vont accepter. Pourquoi? Madame, on ne fait pas de la politique. On peut rester dans l'opposition, mais on fait de la politique pour accéder au pouvoir. Et on a besoin des ressources financières pour faire fonctionner sa formation politique. Donc, vous voyez que l'UPC, l'UNDP, le SDF, qui avaient autant de députés à une époque, ont perdu du poil de la bête, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu jouir, profiter ou alors exploiter les positions que le RDPC ou alors le chef de l'État par sa magnanimité a eu à leur conférer. C'est-à-dire, ils sont venus, ils ont embrassé le RDPC, ils ont occupé des postes ministériels dans notre gouvernement où nous sommes majoritaires, mais ils n'ont pas su survivre à ce qu'ils appellent la mangeoire. Ils ont été étouffés. Monsieur Nguépi, pensez-vous qu'il existe une réelle opposition au Cameroun? Oui, il y a une opposition au Cameroun. Le problème de l'opposition au Cameroun, c'est qu'ils n'ont pas de statut. Donc, il serait important qu'on commence par donner un statut à l'opposition camerounaise et qu'on arrête de affamer l'opposition camerounaise. Je suis surpris quand mon Kurdistan dit faire comprendre que les dirigeants de l'opposition se trouvent dans les couloirs pour les marchés. C'est normal, ils sont peut-être économiques, ils sont des Camerounais. Ça ne devrait pas être un problème, c'est un peu ça qui dérange. D'accord. Et vous, à l'UPC, est-ce que vous pensez que l'opposition a véritablement une place dans notre pays? Si l'administration ne s'y mixe pas dans la gestion de l'opposition au Cameroun, l'opposition peut faire des merveilles. À chaque fois qu'on a confié, malheureusement par rapport à ce que lui disait, je vous dis, chaque fois qu'on a confié un poste ministériel à un opposant, je vois par exemple à l'UPC, Kodor qui a eu à travailler pour l'industrialisation du Cameroun. C'est lui qui a fabriqué les premiers milliardaires camerounais. Alors, on ne peut pas dire que les opposants ont toujours gâté le pays. L'opposition doit être... On doit laisser les mains franches à l'opposition pour qu'elle puisse travailler. À chaque fois que l'opposition a voulu faire quelque chose, on essaie de saucissonner et à la fin, on se retrouve à la case de départ. Pensez-vous qu'il puisse y avoir une opposition soudée au Cameroun? Oui, je voudrais d'abord revenir sur les déclarations du représentant du RDPC. C'est ce type de discours que je disais qui amène l'opinion, en fait c'est fait à dessein, pour que l'opinion tourne le dos à l'opposition qui propose parfois des très bons projets. On ne peut donc pas venir nous dire qu'un individu ne pouvait pas être, parce qu'il est de l'opposition, ne doit pas être nommé ministre. On a donc fait cette imagerie populaire au point où, si on nomme un membre de l'opposition, par exemple, comme le SDF vient d'avoir, un sénateur... C'est vous qui râlez, hein? C'est vous qui râlez quand on nomme des membres de l'opposition. On vous dit qu'on vous divise, c'est vous. Mais justement, parce qu'on fait ce type de discours ici et ailleurs, que l'opinion, le peuple vous écoute et dit, ah, voilà des gens qui nous mènent la vie difficile et qui prennent des personnes qui nous disent, qui nous promettent du ciel et terre et qui partent aussi pour accompagner ce déclin du peuple. Donc, voilà, ce type de discours, il faut pratiquement l'effacer de nos annales. Maintenant, est-ce que l'opposition existe? Est-ce que l'opposition peut faire vote ensemble? Peut être soudée, bien sûr, oui. Si. L'opposition en fait. Parce que, pensez-vous, si un leader de l'opposition, Alpha, appelle à voter le parti de l'autre leader, ce n'est pas une solidarité, c'en est une. Vous comprenez? Nous en avons connu plusieurs fois. Et même pendant ces sénatoriales, Émile Atangana, le président Émile Atangana, a demandé à ce qu'on votait pour le PCRN. C'est fait chemin ensemble. On peut faire des coalitions de plusieurs façons. Les coalitions ne sont toujours pas celles que nous pensons, où il faut avoir un seul candidat, par exemple, à une élection. Non. Oui. On peut faire des coalitions de plusieurs façons. Être, par exemple, dans ce que nous avons appelé l'Union pour le changement, dans l'UPC actuellement, qui, c'est une plateforme de moins c'est cette partie politique qui demande la réforme du code électoral, de tout le système électoral, par exemple. C'est une coalition. Demandez à ce que vous coalisez, le PCN l'a fait, à Douala 2, avec les listes du SDF,
à Douala 1er avec l'UDC, à Douala 4 avec l'Opus, et même à Douala 5 où, avec le PCRN cette fois-ci, où des militants d'autres partis politiques, d'autres formations politiques sont venus rejoindre les listes du PCRN. Vous comprenez mais donc... dites aussi qu'à Ezeka, vous avez voté le RDPC dans l'Union Équelée. Pas du tout. Vous avez voté l'Union Équelée. Il faut être vrai à un moment. Vous avez voté le RDPC. Et quelqu'un d'autre l'a dit sur ce plateau. Écoutez, permettez-moi. Dans une émission précédente. Voilà. Si vous voulez, je vous explique l'Union Équelée. L'Union Équelée, le PCRN avait 128 conseillers municipaux. Et le RDPC en avait 3 de moins. Avec un décès chez nous, on en avait 2 de plus. Et les 20 qui ont voté contre, en fait, qui n'ont pas voté le PCN, ont voté d'autres partis politiques qui ont été en liste. Et le RDPC a eu ses 125 conseillers, en fait, c'est 125 voix. Comment se fait-il donc que vous faites de miracles sur un plateau de nous raconter? Nous avons les chiffres de l'ECAM qui sont là. Le rapport de l'ECAM est sorti. Ce n'est pas lui qui va venir nous dire ici sur le plateau, c'est que le rapport de l'ECAM dit autre. Au régional, vous avez voté qui? Pardon, on parlait des régionales. Oui, donc du coup... d'habitude. Permettez-moi, je ne vous interromps pas. En fait, ce jeu que vous faites ne marche pas à tous les coups. Je redis donc ce que j'ai d'abord dit. Le PCRN avait ses 127, parce qu'on a eu un décès. Le RDPC, lors des régionales, a eu ses 125 voix. Le PCRN a eu 90, parce que les autres voix sont allées ailleurs et non au RDPC. Vous comprenez donc qu'un individu qui a eu ses 125 et non plus n'a pas pris les voix du PCRN. Donc, je reviens donc à dire, l'opposition n'a pas besoin systématiquement ou bien absolument d'avoir un seul candidat à une élection. On peut aller dans une liste commune, on peut donner ce qu'on appelle des ordres. Demander à ce que le PCN n'y va pas dans telle localité, justement parce qu'on soutiendrait tel ou tel parti, ou vous demandez de coaliser avec ce parti, aller avec la liste ou bien avec la chapelle politique qui vous intéresse. On fait ça ici et ailleurs. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas toujours trouvé la plateforme idéale pour aller aux élections présidentielles avec un seul candidat. Et d'ailleurs, nulle part au monde, ça ne se passe. Alors, monsieur Serge-Henri Kelbé, selon vous, quel est le problème de l'opposition au Cameroun? Quel est leur problème? Je ne suis pas opposant, donc je ne saurais mais en tant qu'homme politique, vous avez quand même un regard. Et surtout militant du parti au pouvoir. J'en venais. Je voulais juste vous dire que je ne saurais exactement, puisque je n'assiste... C'est comme si je vous demande, par exemple, pourquoi le parti au pouvoir bat tout le temps l'opposition. Là, je peux m'exprimer, parce que je travaille à dessein, je travaille pour ça. Mais l'opposition, moi, je n'assiste pas à leur plateforme, je n'assiste pas à leurs échanges, je ne connais pas leur stratégie, mais j'assiste quand même à des réunions. Mais vous connaissez plus ou moins leurs faiblesses, puisque vous êtes plus fort. Je connais leurs faiblesses parce que nous-mêmes, lorsque nous travaillons, nous tenons compte de certaines inquiétudes que nous avons. Et je peux vous dire que depuis 1992, où l'opposition a été majoritaire au Parlement, il a fallu que le RDPC mette en place un gouvernement large, ce qu'on a appelé le gouvernement d'union nationale avec des parlementaires d'autres formations politiques. Nous tenons en compte la possibilité d'avoir des revers dans d'autres circonscriptions. Certaines parties d'opposition se sont constituées en forteresses dans des régions. Ça peut être dans le Noun, où c'est presque imprenable. Ça peut être dans l'Union Équelée, où nous étions des revers depuis presque 5 ou 10 ans, où le PCRN a remplacé l'UPC et a carrément, il faut utiliser des stratégies, n'est-ce pas, pour se maintenir. Nous voulons gouverner dans la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple. Ça se passe au Parlement. Alors, lorsque vous avez des partis qui ont une bonne base sociale, une assise, qui décident de boycotter une élection, ne veulent pas aller aux élections, et que cette élection est prépondérante aux prochaines qui arriveront dans 5 ans, comme ce fut le cas, ceux qui ne sont pas allés aux élections en 2020, veulent venir voter les sénateurs en 2023. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est clair, ça, donc, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Donc, à mon avis, l'opposition devrait devrait se mettre à jour
devrait faire son, comment dire, se scanner. Et je suis sûr que les leaders de l'opposition, hein, ceux que je peux appeler vraiment l'opposition, il y a l'AFP, il y a le PCRN, il y a le MRC, des partis durs qui veulent vraiment voir le RDPC dans l'opposition, devraient faire son aggiornamento et se passer au scanner et dire quelles sont nos faiblesses. Mais je dis, et j'insiste là-dessus, le principal gros problème, à 2 reprises, l'opposition camerounaise a raté le coche d'avoir même, du moment où nous avons déjà plus de 9 candidats à une élection présidentielle au Cameroun, je dis plus de 9, le RDPC passera toujours à la présidentielle. Et lorsqu'on tient la présidentielle, on a tous les arguments pour avoir le Parlement. Pourquoi? Rappelez-vous qu'en France, lorsque Macron passe avec En Marche, tous les anciens ténors socialistes suppliaient même le mouvement En Marche, écrivaient au président Macron pour dire « Nous voulons être candidats du mouvement En Marche dans notre circonscription ». C'est ce qui a fait tomber le Parti communiste et le Parti socialiste en France. Et c'était le modèle le modèle de François Bayrou a été avalé par le mouvement, par les macronistes. Et une partie des sarkozystes sont entrés parce que celui qui tient le pouvoir, le président national, travaille pour avoir un parti fort au Parlement. Bien sûr. Il travaille pour ça et il se met à cannibaliser, à aspirer les autres formations politiques. Qui va résister? Je vous dis que même le PCRN qui parle, pour l'UPC, c'est déjà joué. Ce sont nos alliés. Ils sont avec nous depuis bientôt 20 ans. Donc, on les compte même plus comme des partis d'opposition. C'est la majorité présidentielle. Quant au PCRN, vous voyez que leur leader a pris beaucoup de joues. Et il dit à qui veut l'entendre que lui n'a plus faim. Il n'a plus faim parce qu'il est bien installé. On lui donne ce qu'il vaut et ce qu'il doit avoir. Et je ne le vois pas demain en train de dire que, bon, cette loi-ci qui me donne des avantages, je ne vais pas voter pour parce qu'il va s'affamer lui-même. Nous avons des stratégies pour gouverner le Cameroun. Et ces stratégies, je pense qu'il ne faut pas être né de la première pluie pour venir les décrypter. La parole à l'UPC qui n'est pas, selon M. Serge-Henri Kende, un parti d'opposition. Ça, c'est de l'humour parce que c'est vrai que en 1991, l'administration, une fois de plus, a utilisé une autre tactique en créant l'UPC. Parce que l'UPC a été créé en 1948. Alors en 1991, ils allaient encore légaliser l'UPC. Donc pour ça, on avait une nouvelle constitution. Donc faut tenir disons la vérité au peuple, l'UPC, on ne crée pas un parti 10 fois. Le RDPC a avalé l'UNC. Donc ça, ce n'est pas une création d'un nouveau parti. Le RDPC n'est que la continuité de l'UNC. L'UPC de 1948, on ne peut pas venir en 91 créer notre parti. Donc pour parler du sujet qui nous intéresse présentement, parlant de l'opposition, cela me fait penser à Djekam Tchameni qui s'est battu dans les années 90 à monter une plateforme pour unifier l'opposition camerounaise. Il s'est buté à beaucoup de choses. Il a lancé un mot tout à l'heure qu'on peut dire anodin, mais que c'est un mot qui dit tout, cannibaliser. L'administration a tout fait pour cannibaliser tous ceux qui peuvent apporter une intelligence à ce que l'opposition puisse se dresser. Je pense par exemple à la Piro. Je pense par exemple à Pius Ndjawe. Je pense par exemple à Charles Atabaïne. Non, là vous exagérez. Non, je vais vous dire ceci. Dès que vous êtes opposant, quelque temps après, vous constatez que celui-là, soit il a été aspiré d'une manière financière, ou il disparaît de la scène politique, ou il s'exile. Comme disait quelqu'un, au Cameroun, on n'a que 3 façons. Soit vous êtes un opposant, vous êtes en prison, au cercueil, ou vous quittez le pays. Donc c'est de la rigolade. Mais je dis ceci. Donc ceux qui sont en prison là sont tous d'opposition. Non, pas toujours. Les anciens ministres. Il y a certains. Non, les anciens ministres sont en Ils sont de l'opposition. Ça, c'est un autre cas. Alors. Ça, c'est un autre cas. On parle de l'opposition. Dites-moi, quel est l'opposant qui aujourd'hui, ou même celui que vous avez cité tout à l'heure, quelqu'un qui a dit que brusquement je vais pas aux élections. Pourquoi il n'est pas allé? On a tout fait pour trouver une solution pour qu'il n'aille pas aux élections. C'est de la politique. Vous avez dit tout à l'heure que c'est la conquête du pouvoir. Vous avez très bien exprimé ça. Ça dit que lui, par tous les moyens, vous avez des techniques, vous développez des astuces pour que l'opposition puisse disparaître. Mais pensez-vous donc que cette opposition puisse affronter le RDPC? Est-elle prête?
Si on laissait les mêmes chances à tout le monde, l'opposition pouvait tenir face au RDPC. Je parlais tout à l'heure que les élections présentes ont été boycottées précédemment, ce qui fait que personne ne peut être nommé sénateur sans avoir des... C'est la Constitution qui le dit. Et vous avez des intellectuels parmi des opposants qui savent le lire. Il a donc fallu d'abord élaborer une stratégie pour que cela n'aille pas aux élections. Mais c'est fait, on ne discute pas ce qui se voit sur le terrain. Le SDF en 97, comme le MRC en 2020, a décidé eux-mêmes de ne pas aller aux élections législatives et municipales. Le double scrutin. Un opposant ne se lève pas un bon matin. Ah, vous savez qu'ils ont reçu quelque chose alors. Dites-nous. Peu importe la stratégie. Vous avez dit que vous élaborez des stratégies pour empêcher l'opposition. Non, ce que je pense, faisons en ce que nous redéveloppons notre démocratie au point où les Camerounais puissent vraiment compter sur le peuple. Dites à un Camerounais là dehors, allez aux essais à vos histoires là, on connaît le résultat d'avance. Ça, c'est une mauvaise expression et ça dénigre un peu la qualité de notre démocratie. Il faut peut-être mieux éduquer les populations sur Est-ce que les leaders d'opposition ne sont pas eux-mêmes responsables de cela? J'en viens. Il y a certains leaders d'opposition qui vont là-bas pour manger, c'est vrai, je ne discute pas. Il y a certains qui vont là-bas pour leur ventre. Il disait tout à l'heure que certaines personnes disent, bon, ce n'est pas pour se moquer de lui. C'était une façon de dire pour lui, peut-être qu'il menait, il est joufflu. Mais vous avez pris ça dans le sens négatif de la chose. Peut-être lui, il disait ça dans un autre sens. Qui n'a pas fait. Bon, ça n'a pas de lui. D'accord, terminez votre propos, allez-y. Bon, oui, je disais donc que l'opposition camerounaise devrait travailler à élaborer de nouvelles stratégies pour s'unir, avoir un même but sur une plateforme et élaborer des stratégies pour avoir le maximum de chances aux prochaines élections en mettant beaucoup de noms sur les listes électorales. Par exemple, aujourd'hui, on a des problèmes pour que les jeunes, moi dans ma zone, j'ai des problèmes pour que les jeunes puissent avoir des cartes d'identité. Vous voyez des jeunes, pour avoir la carte d'électeur, il faut la carte d'identité. Je pense que le DGSN devrait trouver des solutions pour que tout le monde puisse avoir sa carte d'identité à temps. Et ça, ce sera vraiment de l'aide à l'opposition. Alors, j'adresse maintenant la parole au PCRN. Denis-Émilien Atangana, président du FDC, un parti d'opposition comme le PCRN, a déclaré, je cite, « Dans notre pays, c'est les jeunes qui sont au chômage ». Que pensez-vous de ces affirmations? Mais c'est un constat terrible, ce sont les faits. Vous ne pouvez pas comprendre que dans un pays où une catégorie de personnes atteignant à peine 2%, c'est cette catégorie de personnes qui, dans les faits, occupe toutes les fonctions dans tous les domaines de la vie publique du Cameroun. Ça veut dire que le reste de 98% constitue des personnes moins âgées et des personnes peu âgées et même des jeunes, et sont ceux-là qui peinent à avoir un pain quotidien. Ce qu'il dit, c'est un constat. Il fait donc un constat qui, normalement, se tire sur des réalités sociopolitiques et même socioculturelles de ce pays. Donc, cette réalité sociale n'est pas quelque chose d'anodin. C'est fait à dessein. Et justement, pour que ces personnes ne se concentrent pas sur la vie publique du pays. Parce que, croyez-moi, vous ne pouvez pas manquer du pain quotidien et vous dites que vous payez votre taxi pour aller voter. Vous n'allez pas voter. Et on s'arrange même parfois à ce que les centres de vote soient encore plus éloignés et même inconnus. Parce qu'en 2018, pour que moi je sache qu'il y avait 428, si j'ai bonne mémoire, centres de vote dans notre localité. Mais figurez-vous combien il faut que je dépense par jour. Et les CAM refusent carrément même de vous donner la géolocalisation de chaque centre de vote. Vous devrez prendre dans la carte des écoles, par exemple de la zone de Douala 3 où je suis militant, pour commencer à vous dire, cette école on vote peut-être, on va vous cocher et vous faites le tour de la ville pour essayer de localiser où ces écoles se trouvent et poser les questions aux gens, est-ce qu'on vote ici? Vous avez à peine des réponses justement parce que peu de personnes s'intéressent à la chose électorale. Vous comprenez donc pourquoi la population ne peut pas revendiquer et justement parce qu'elle a été balkanisée dans la recherche quotidienne du gain et du bien-être. Monsieur Serge-Henri Kelbé, ce sera la dernière question de cette émission. Est-ce que vous pensez le RDPC, avec cette machine écrasante qu'est votre parti, a réussi à effacer au plus ou moins, on oublie un peu tous les partis d'opposition aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que cela est dû à votre force ou alors c'est à la faiblesse des partis d'opposition? Écoutez, madame, le RDPC est une méga structure, une giga structure même à l'échelle du Cameroun.
Mais nous ne devons pas dormir sur nos lauriers parce que les échéances importantes comme 2025 sont, n'est-ce pas, déjà visibles. Et vu la hargne avec laquelle nous observons le travail fait par l'opposition sur le terrain, nous sommes conscients qu'il ne faut pas dormir sur nos lauriers. Et je pense que c'est l'un des meilleurs scores de ces 4 dernières mandatures que nous sommes en train de faire. Parce que au début, quand le Sénat, comme nous parlons des sénatoriales, a été créé, il y avait quand même plus d'une trentaine de représentants de d'autres formations politiques au Sénat. La deuxième mandature, on a assisté à une baisse de la représentation de certains partis de l'opposition. Et la troisième mandature, le RDPC a fait du 100% avec les 70%. L'opposition, certainement, est en train de se remettre au travail, tire les leçons de son refus, et je peux le dire, le paysage sociopolitique actuel est une réalité du fait qu'un parti comme le MRC a refusé de concourir. Le MRC a refusé. Or, je peux vous rappeler qu'au présidentiel, un leader du parti d'opposition, en l'occurrence le très respecté professeur Maurice Kamto, a battu notre président national dans certaines grandes villes. Je crois à Yaoundé, peut-être même aussi à Douala. Donc, et vous savez que lorsque le leader est mis en minorité quelque part, ça a une incidence sur les autres élections, les législatives et les municipales. Mais le MRC a refusé volontairement de participer, j'estime. D'aucuns disent qu'il a pris de l'argent. Je ne sais pas, je ne vais pas parler de ça. Mais si c'est le cas, je pense que ça démontre la qualité de nos opposants. Mais nous n'en sommes pas là parce que je n'ai aucune preuve. Ça démontre davantage la qualité du système. Non, non, ce n'est pas la qualité du système. Nous sommes en politique et je vous dis qu'en Israël, en France, au Canada où j'ai été pendant presque une décennie, il y a des tractations souterraines politiques et il y a des alliances qui se font et se défont. D'accord. Donc, l'opposition au Cameroun doit travailler encore d'arrache-pied pour retrouver ou redorer son blason des années 90. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Alex Nguépi, j'espère qu'il se sentira mieux, qu'il nous a quittés un peu avant la fin de cette émission. Chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de venir face à vous tous les mardis à la même heure pour débattre autour des thématiques qui touchent notre pays. On se retrouve la semaine prochaine sur la même chaîne à la même heure. Restez connectés sur Dash Media et toutes nos plateformes pour la suite des programmes. Je vous souhaite une excellente suite des programmes et excellente soirée chez vous. Au revoir.